Le Français est-il capable de remporter un 4e titre mondial? Décidément, cette saison 1993 est bien difficile pour Alain Prost. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Son plus grand rival le malmène et saisit les opportunités. 3 victoires de part et d'autre, alors que sur le papier, l'avantage est pour la Williams-Renault. À Montréal, il faut le matérialiser, et ce, malgré les doutes. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre 2 des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Häkkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Dans l'apparence, 1992 et 1993 se ressemblent. Une Williams-Renault à la livrée blanche, bleue et jaune supérieure aux McLaren et Benetton, mais dans les faits, cette saison est bien différente. Bien plus difficile pour les membres de l'écurie de Didcot et pour Alain Prost. A contrario, après 3 victoires inespérées, Senna jubile en tête du championnat, mais se montre prudent en arrivant au Canada. Ce qui est sûr, c'est qu'on est loin de la domination en Mansell de 92. D'ailleurs, vu que la F1 est en Amérique du Nord, le seul rendez-vous de la saison sur ce continent depuis la disparition du Grand Prix des États-Unis en 91, voici quelques nouvelles de Nigel Mansell. Le moustachu est donc parti s'essayer à la monoplace nord-américaine, l'IndyCar de l'époque, le kart. Championnat qui a d'ailleurs révélé Michael Andretti il y a 2 ans, car l'Américain avait tout simplement décroché la couronne. Cette année-là, le champion du monde de F1 92 est engagé aux côtés du père du pilote McLaren chez Newman-Haas. Nigel Mansell, Mario Andretti, une sacrée paire dans l'une des meilleures équipes de la discipline. En face, en principaux challenger, nous avons le Team Penske avec Emerson Fittipaldi et Paul Tracy, ou encore le Chip Ganassi avec le néerlandais Arie Luyendyk. On retrouve évidemment d'anciens pensionnaires de la Formule 1 avec des Eddie Cheever, Danny Sullivan, les Brésiliens Raoul Bezel ou Maurizio Gugelmin, Théo Fabi, Stefan Johansson, Roberto Guerrero, Olivier Grouillard ou Geoff Brabham, sans oublier Nelson Piquet qui a tenté sa chance à l'Indy 500. Pour revenir à Mansell, il faut croire que l'anglais s'est vite acclimaté à ses voitures rustiques dépourvues de toute assistance au pilotage. Pole position et victoire dès sa première dans le championnat à Surfer Paradise, mais également une grosse frayeur sur le Val de Phoenix où le Red 5 s'est violemment accidenté. I must apologize to all of you out there for not being able to compete in the race tomorrow. You obviously know the reason why, but I mean, I tell you, no one ever in the history of Phoenix Raceway has ever punched a hole in the concrete wall, and apparently we did that. Mais il est bien revenu à Long Beach en prenant la pole position avant de jouer la victoire aux 500 miles face à Emerson Fittipaldi et Arie Luyendyk. Mais après une relance ratée, Nigel a perdu la bataille et a terminé 3e. Puis à Milwaukee, Mansell a retrouvé les sommets. Le champion du monde de Formule 1 fait parler de lui et pendant ce week-end du Grand Prix du Canada, il prendra part à la 6e course de la saison du kart à Détroit sur le circuit de Belle-Île. Jetons rapidement un œil aux résultats du Grand Prix de Pau ayant eu lieu à la fin du mois de mai et qui a été remporté par Pedro Lamy devant David Coulthard et Paul Stewart. Meilleur tour pour Olivier Panis. Au championnat, le Portugais mène avec 15 points devant Olivier Beretta et David Coulthard à 12 points. À suivre. D'ailleurs, Jean Alesi a roulé dans le Béarn en Super Tourisme. En revanche, la F1 n'est pas toute seule sur le circuit Gilles Villeneuve, car la Formula Atlantique, l'antichambre de l'IndyCar, se produit en marge du Grand Prix du Canada. La course voit le poleman Claude Bourbonnet caler et renoncer, tandis que pendant la course, son équipier, Jacques Villeneuve, fils de Gilles, lutte contre David Impregam et parvient à s'imposer sur le circuit portant le nom de son père. Une victoire que les fans québécois accueillent avec un grand plaisir, de même que l'intéressé. C'était fantastique justement parce que le public était fantastique. Dans les derniers tours, je les voyais du coin de l'œil et vraiment ça m'a fait énormément chaud au cœur. Surtout après l'arrivée, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai jamais vu ça et j'ai jamais été aussi content après une course. Qui sait, peut-être qu'un jour, Jacques Villeneuve sera en Formule 1.
Ce week-end canadien est spécial pour un homme, Philippe Alliot. En effet, le pilote Larousse va disputer son 100e Grand Prix. Un cap symbolique qu'Alain Prost, Jacques Lafitte, René Arnoux, Jean-Pierre Jarier et Patrick Tambay sont parvenus à franchir avant Philippe. S'il n'a jamais eu la chance de goûter au podium, c'est une belle preuve de longévité et de solidité pour le Vauvéen. Lui qui a débuté sa carrière dans les années 70 et est passé à l'échelon international au début des années 80. Formule 2 en 83, 3ème des 24 heures du Mans cette année-là avec Porsche en compagnie de Mario et Michael Andretti. Il a fait ses débuts en Grand Prix en 1984 avec la modeste Ram. Des voitures difficiles, ce sera le gros de sa carrière. Dégoûté par 2 saisons en fond de grille, il est retourné en F3000 en 86 avec Oreca et Hugues de Chaunac avant que Guy Ligier ne fasse appel à lui pour remplacer Jacques Lafitte, blessé. Aux côtés de René Arnoux, au volant d'une voiture bien plus compétitive, Philippe parvient à accrocher le point de la 6ème place au Mexique. Une délivrance avant de se lancer dans l'aventure Larousse. Une aventure qui le forgera, et même si l'image forte de son premier passage chez Gérard restera son accident en qualification du Grand Prix du Mexique 88, où il s'en sortira miraculeusement, il serait bien injuste de ne pas noter ses 4 entrées dans les points, ainsi que sa magnifique 5ème place en qualification lors du Grand Prix d'Espagne 89, qui a bluffé bon nombre de personnes. Témoignage de son talent malgré des voitures de milieu fond de grille. En 1990, il vit l'une de ses saisons les plus difficiles avec une écurie Ligier en perdition, au fond du trou. Il regoutera même à la pré-qualification durant la saison. Sur les rotules, il quitte le monde de la Formule 1 avec un goût d'inachevé, mais en changeant d'horizon, il s'ouvre de belles opportunités. Engagé chez Peugeot avec les 905, Alliot passe de voitures de milieu de grille au devant de la scène avec un prototype pouvant même rivaliser avec ses Formule 1. Victoire à Suzuka avec Mauro Baldi, son retour au Mans n'est que trop bref. Mais en 92, Peugeot est sur une voie royale et Alliot va remporter 2 autres succès. Victoire à Donington et à Manicourt, dernière manche du championnat du monde d'endurance originel. Notons également sa 3ème place aux 24 heures du Mans, toujours avec Baldi, avec le renfort de Jean-Pierre Jabouille. En 1993, il retrouve donc son ancienne famille, Larousse. Gérard se démène pour joindre les deux bouts et avec la loi F20, la tâche est encore plus difficile. Alliot retrouve l'anonymat du fond de grille, mais son expérience et son talent de metteur au point est précieux. Dans le coup pour les points à Donington, mais sorti par De Cesaris, il obtient son meilleur résultat en carrière à Imola avec la 5ème place. Performance remarquable au vu du budget de son équipe, et au Canada, Philippe savoure ce cap symbolique. Une semaine avant de retrouver Peugeot pour les 24 heures du Mans qu'il espère remporter. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'équipe Larousse parce que Gérard Larousse est quelqu'un qui vraiment se bat depuis de depuis longues années. Absolument, j'avais couru déjà auparavant 3 ans pour lui, qui a d'énormes problèmes à faire une saison sur l'autre. Il ne sait jamais s'il va redémarrer, donc il se bat avec des moyens nettement inférieurs à toutes ces grandes équipes. Et malgré ça, on fait des performances, je dirais, tout à fait remarquables. Si on fait le challenge budget par rapport aux performances, on est champion du monde. Mais donc c'est très très rageant, très énervant d'abandonner d'une façon aussi stupide. Le jeudi 10 juin 1993, la veille des premiers essais du Grand Prix du Canada, est un jour spécial pour la FISA et la FIA. Depuis 1922, la FISA, anciennement CSI, la Commission Sportive Internationale, a son propre terrain de jeu, le sport automobile, et la FIA, l'automobile. Depuis 1991, Max Mosley est aux commandes de la FISA, quand Jean-Marie Balestre préside encore la FIA, mais une réforme change la donne. Les deux fusionnent, la FISA est absorbée par la FIA, mettant donc sur le même niveau le tourisme et le sportif. Par cette fusion, Jean-Marie Balestre cède sa place à la présidence de la FIA et c'est Max Mosley qui en prend la direction avec toujours Bernie Ecclestone en qualité de vice-président. Bernard est partout. Toutes ces mesures entreront en vigueur en octobre pendant que les réglementations 94 font toujours autant parler. Et plus le temps passe, plus le monde de la Formule 1 est agacé. Si l'interdiction de l'électronique séduit la majorité des écuries, la réforme se heurte à une vive opposition et à Monaco, le trio Mosley, Balestre et Ecclestone s'est réuni en secret. 3 semaines plus tard, à l'aube du Grand Prix du Canada, on n'en sait plus sur cette réunion qui avait donc pour but de contrer les défenseurs de l'électronique, à savoir Williams et McLaren. Il n'y a pas que, mais bon, ce sont eux les plus grands défenseurs. Alors, au Canada, sont jugés illégales les Williams, McLaren, Tyrrell, Benetton, Lotus, Ferrari, Minardi, Jordan, Larousse, Footwork, Sauber et Ligier. Ouais, seuls les Lola de la Scuderia Italia sont légales. Les articles mis en avant sont le 3.7 qui interdit la suspension active et le 1.3 qui interdit l'antipatinage. Alors, c'est pas écrit comme ça, sinon il n'y aurait pas eu autant d'histoires. Si c'est marqué clairement noir sur blanc que c'est interdit, il l'aurait pas fait.
c'est sujet à interprétation. Oui, sinon vous vous doutez bien qu'il n'aurait pas attendu le Grand Prix du Canada 93 pour s'en rendre compte et dire « Ah non, c'est interdit ». Alors évidemment, de telles accusations ne sont pas tenables car tu ne peux pas proposer un Grand Prix avec seulement 2 voitures. Mais cette manœuvre met clairement la pression à Williams et McLaren. Là, le trio Mosley, Balestre et Ecclestone font savoir que ce sont eux qui décident. C'est un bras de fer. Et il faut dire que ça fout clairement le bordel sur la grille, car si les gros sont prêts, par fierté, à quitter Montréal, les plus petits ne sont pas chauds et ne veulent pas être mis dans le même panier que les top teams que sont McLaren, Williams, Benetton et Ferrari. Car les petits sont les premiers à se plaindre de l'envolée des coûts et du fossé creusé par l'électronique. Diviser pour mieux régner, c'est une tactique connue, mais peut-être contre-productive quand tu as besoin de l'unanimité de toutes les écuries, l'unanimité, pour opérer de tels changements réglementaires. Curieuse manœuvre. Affaire à suivre. Interlagos, Donington, Imola, Barcelone, Monaco, à chaque fois des erreurs plus ou moins importantes qui entachent la saison 93 de Prost et les critiques ne manquent pas de lui rappeler à quel point il est fini. Mais Alain en a marre et compte bien prendre sa revanche au circuit Gilles Villeneuve, l'un des rares circuits et grands prix qui manquent à sa collection. Le plus gros problème du français cette année, c'est l'embrayage. Tous ses départs ou presque ont été ratés. Et si, comme dit tout à l'heure, dans l'aspect, la FW15 ressemble à s'y méprendre la FW14B de Mansell, les deux voitures sont différentes. Déjà, il y a eu des changements réglementaires qui ont réduit la largeur des monoplaces, et cela a des répercussions non négligeables. De l'aveu même de Patrick Head, directeur technique et second de l'écurie, cette voiture est perfectible. La rigidité des suspensions peut rendre la voiture instable et imprévisible, une voiture plus complexe et difficile à amener. Et quand on regarde les performances pures de Prost, notamment 6 pole positions en 6 courses, il y a clairement du positif, car si il se montre plus imposant qu'attendu, le français a l'avantage. À lui de concrétiser le dimanche. A contrario, les débords de Prost servent la réputation de Senna, qui lorgne toujours sur un baquet Williams-Renault pour 94. Franc qui est favorable, mais tant que le français a un droit de veto, ce sera compliqué. Mais il n'y a pas que Williams qui fait de l'œil à Senna. Ferrari et le Brésilien, c'est une histoire assez particulière avec plusieurs rapprochements au fil des années. Et il faut dire que l'arrivée prochaine de Jean Todt à Maranello renforce le crédit de la Scuderia, et cela pourrait séduire Senna. Imaginez un peu. Ou alors, ce n'est peut-être qu'une manœuvre pour mettre la pression à Williams. Senna et son entourage sont malins. Chez Ferrari, justement, on a exploité à fond les 3 semaines d'intervalle entre Monaco et Montréal. Jean Alesi, sur le podium en principauté, a été mis à contribution par la Scuderia et a testé le nouveau V12 équipé de trompettes d'admission à longueur variable. Pour le week-end de ses 29 ans, l'Avignonnais espère que le Grand Prix du Canada sera aussi bon que celui de Monaco, ou que celui du Canada l'an passé, où la Ferrari numéro 27 avait pris également la 3e position. En outre, Tyrrell a testé à Silverstone la nouvelle 021 qui devrait arriver en France. Jordan réalise un profond changement sur ses autos, et Minardi introduit l'anti-patinage Magneti Marelli. Battle continues to heat up. Let's get on board with Carl Wendlinger now in that V10 Sauber. Just ahead is Martin Brundle. Le circuit Gilles Villeneuve va accueillir pour la 14e fois de son histoire le Grand Prix du Canada. La première fois en 78 dans des conditions fraîches qui ont vu l'enfant du pays triompher pour la première fois de sa carrière en Formule 1. Disparu il y a 11 ans, le Grand Prix est toujours là, mais Gilles reste dans les mémoires de tous les spectateurs présents sur place. Naturellement, ces derniers portent un regard particulier à Jean Alesi, pilotant la Ferrari numéro 27. Ce circuit Gilles Villeneuve offre un challenge intéressant. Après Monaco, il est tentant pour les pilotes d'en mettre un petit peu plus, mais sur ce circuit, la marge à l'erreur est très fine. Les murs sont proches, les vibreurs sont traîtres et les freinages usent les disques et les plaquettes. Pour résumer, c'est un circuit très plaisant, mais à ne surtout pas sous-estimer. Un temps menacé, le Grand Prix du Canada a pu assurer son avenir et a prolongé son contrat avec la FOCA jusqu'en 97, avec même une option allant jusqu'en 2002. Le public sera nombreux en 93 et Michael Andretti aura du soutien pour son Grand Prix le plus à domicile de la saison. 5e à Barcelone et à l'arrivée à Monaco, son début de saison est très délicat et Michael a le malheur d'être associé à Ayrton Senna. La patience de Ron Dennis n'est pas éternelle et il doit trouver la solution rapidement car en coulisses, Mika Häkkinen est prêt. Avant les hostilités en piste, les équipes s'affrontent comme chaque année sur le bassin olympique de l'île Notre-Dame, sur des embarcations de fortune. Le but étant de traverser le plus vite possible, et c'est Jordan qui s'impose devant les ingénieurs de Goodyear. Sur la piste, Alain Prost confirme sous les fortes chaleurs québécoises. 7e pole consécutive, un sans faute depuis le début de la saison et un record du circuit en 1:18.987. Deuxième, c'est évidemment Damon Hill. Relégué à presque 2 secondes, Michael Schumacher devant son équipier Patrese.
Berger et Alesi occupent la 3ème ligne et Senna n'est que 8ème derrière Brundle. Sa plus mauvaise qualification depuis le Grand Prix d'Autriche 1985. Le leader du championnat souffre d'une voiture instable. Wendlinger et Blundell complètent le top 10. Leto et Andretti sont en 6ème ligne devant Comas et Barrichello. Alliot partira 15ème de son 100e Grand Prix devant Aguri Suzuki. Fittipaldi est 17ème et première Minardi devant la seconde Footwork. Les Tyrrell de De Cesaris et Katayama prennent en sandwich les Lotus de Herbert et Zanardi. Barbazza et Boutsen occupent la 12ème ligne devant Badoer, 25ème et dernier qualifié. Une nouvelle fois, Michele Alboreto est éliminé. Place au Grand Prix. Le dimanche, le mercure est encore haut sur le Saint-Laurent. La tenue des gommes sera donc un domaine critique pour les écuries. La pression est forte sur Alain Prost en pole position et redoute le moment du départ. Mais au lancement du tour de formation, c'est Michael Andretti qui reste scotché. Batterie à plat. L'Américain partira des stands. Les 24 voitures sont sur la grille et à l'extinction des feux, Alain Prost se montre prudent pour éviter la catastrophe et Damon Hill le passe immédiatement. Derrière, la 2ème ligne Benetton est restée scotchée et Schumacher perd beaucoup de place. Pas d'accrochage dans le premier enchaînement tandis que Senna menace et passe Patrese. Premier tour agité et à l'épingle, Senna attaque Alesi, mais le Français est teigneux. La Ferrari se maintient et les deux hommes restent côte à côte sur plusieurs centaines de mètres. Image magnifique, mais Senna finit par passer. Damon Hill boucle le premier tour en tête devant Prost, Berger, Senna, Alesi, Patrese et Schumacher. Brundle, Wendlinger et Blundell complètent le top 10. Senna est en feu et menace aussitôt son ancien équipier Berger, victorieux l'an passé ici même. Alors que les Williams s'échappent, la McLaren porte une nouvelle attaque à l'épingle. Cette fois-ci, la Ferrari est bien plus docile. En tête, Alain Prost est revenu sur Damon Hill tandis que Senna creuse déjà l'écart. Schumacher s'est défait de Patrese. Nous sommes dans le 6ème tour et Prost attaque son équipier à la fameuse épingle du casino. Damon ne résiste pas outre mesure et cède sa première place. Rapidement, le Français creuse l'écart, définitivement plus à l'aise que Hill. Dans le même temps, Schumacher se défait d'Alesi puis de Berger. Le voici 4ème. Malheureusement, au 8ème tour, le 100e Grand Prix de Philippe Alliot tourne court et le Français renonce, levier de vitesse cassé. Puis au 14e passage, Mark Blundell part à la faute à la première chicane. Devant, Senna remonte sur Hill quand Alesi plonge sur son équipier. Il lui rend la monnaie de sa pièce du Grand Prix de Monaco. L'Autrichien manque de rythme et est maintenant menacé par Patrese, Brundle et Wendlinger. En jeu pour le moment, le point de la 6ème place, mais ce dernier double de valeur quand Alesi est au ralenti et renonce sur casse moteur au 24e tour. Les premiers arrêts se font et Schumacher en ressort au 29e tour. Puis au suivant, cafouillage chez Williams. Hill a mal lu le panneau et entre au stand alors que c'est Prost qui est attendu. Les pneus ne peuvent être interchangés et l'Anglais perd du temps. Un arrêt à rallonge qui lui fait perdre la position face à Senna. Le pit stop de Berger est, lui, bien plus conventionnel, tout comme celui de McLaren.
En fait, Damon a non seulement perdu la position face à Ayrton, mais aussi face à Schumacher. Il est donc 4e après la première salve d'arrêt. Dans cette deuxième partie de Grand Prix, la course est bien plus calme. Prost gère son avance sur Senna qui devance de peu Schumacher et Hill. Mais pour d'autres, ça s'arrête là, avec notamment la sortie de De Cesaris et le retrait de Patrese, victime de crampes. Au jeu des retardataires et d'un bon rythme de course, Michael Schumacher remonte sur Ayrton Senna et compte bien lui chipper la deuxième position. L'Allemand veut se racheter après la triste issue du Grand Prix de Monaco et veut matérialiser la progression de Benetton, qui court sa deuxième course avec l'anti-patinage. Mais le manque de rythme de la McLaren s'explique aussi par un ennui d'alternateur qui provoque des coupures. Il reste moins de 10 tours et ce sera difficile pour le Brésilien. La Benetton numéro 5 est très pressante et dans le 63e tour, le moteur de Senna se coupe. Un ralentissement brutal où les deux hommes manquent de s'accrocher. Par chance, Schumacher l'évite et s'envole vers la deuxième position. Terrible pour le leader du championnat à quelques kilomètres de l'arrivée et d'un nouveau beau résultat. Damon grimpe ainsi au 3e rang. Ayrton perd gros. En tête, en parfaite gestion et au volant d'une Williams Renault bien réglée, Alain a fait parler sa supériorité et au terme des 69 tours de course, le Français s'impose enfin au Canada. 10-0 pour Alain sur Ayrton. Deuxième, Schumacher confirme que Benetton est bien dans le match. Hill est 3e. 4e, on retrouve Berger qui a résisté toute la course à Brundle et Wendlinger. Sauber revient enfin dans les points après 2 grands prix frustrants. Leto, 7e, confirme que les Noirs étaient à l'aise à Montréal. It's always very good, you know, when you win a race, and I mean, you never won before. It was here and Budapest, and I think Japan I never won. But today the most important is to get 10 points, as you can understand, for the championship. The challenge this year is to win the championship. So statistic is good, but we look about the statistic after the best result, and Senna doesn't finish the race, so it's good for me for the championship. Yes, I did enjoy. I always enjoyed fighting, especially with Senna. He's a good driver and a hard driver, and if you can fight with somebody like him, that's a good sign. Did the cars touch? I mean, you seem to be terribly close in the overtaking manoeuvre. It was more than close. We nearly touched, and I was quite afraid going off in this situation. I didn't know where he moved, and probably he hasn't seen me. He was struggling with his car. And I really was lucky because there was not many space left, but I got through. Yes, I was expecting everything to be going to plan, and the pit stop itself wasn't bad, but I could see them running around looking for tyres, which is something I haven't had a chance to talk to them about yet. But the car ran reliably through the race, and that is credit to the Williams team. And this is a very hard race on machinery. And both our cars finished, and I'm very pleased to have come third and get another podium finish. Avec cette victoire, Alain Prost inscrit un 18e Grand Prix à son palmarès, 12 ans après sa première victoire en France à Dijon. Concernant les circuits, Montréal est son 21e, un record. Des Grands Prix restants dans cette saison 93, il pourrait cocher Manicourt, Hungaroring et Suzuka, et potentiellement passer à 24. En attendant, Alain savoure une course parfaitement exécutée malgré la prudence du départ. On la comprend. Pragmatique, il refuse de s'emballer, malgré la bonne affaire au championnat. Deuxième, Schumacher est satisfait de son rythme encourageant pour la deuxième partie de saison, et de sa bataille face à Senna. Puis c'est un beau retour après un départ complètement manqué. A contrario, chez McLaren et Senna, c'est la soupe à la grimace. Avec ses récentes évolutions, Benetton semble avoir franchi un cap important, là où McLaren plafonne. Si sa course était exemplaire jusqu'à son malheureux abandon, le Brésilien n'est pas optimiste pour la suite. Au championnat,
Senna lâche les commandes aux Français et compte à son tour 5 points de retard. Entre Hill et Schumacher, c'est serré, seulement 2 points d'écart. Brundle affirme sa 5e place en marquant 1 point supplémentaire quand Berger remonte avec les 3 points de la 4e place. Côté constructeur, Williams augmente considérablement son avance sur McLaren. Ligier continue d'assurer sa 4e place, mais Ferrari fait un bond au classement et dépasse enfin Minardi. Mais seulement 2 jours après le Grand Prix du Canada, le monde de la Formule 1 et du sport automobile apprend une bien triste nouvelle. You know, there are lots of people who can talk about Grand Prix racing, but the only one, in my experience, who's been able to do it the way James did was James himself. Because no one else, in my experience, has had his unique combination of talents. The knowledge of how to do the job, the success at having done it, the ability to talk about it, the ability to predict, and to be able to do it with provocation and good humour in a way that was absolutely unique to him. I know that all over the world, millions and millions of people who have been watching Grand Prix racing over the years and enjoying everything that he had to say are going to feel very much the poorer as a result of the fact that he's no longer with us to say it. It's left an enormous hole in my life, and I really am going to miss him very much indeed. Le 15 juin 1993, dans sa maison de Wimbledon, James Hunt succombe d'une crise cardiaque à seulement 45 ans. Lui qui venait de commenter le Grand Prix du Canada avec son compère et ami Murray Walker. Yes, and this is a very interesting race now between two truly great drivers. Here we have Ayrton Senna, probably the greatest racing driver of all time, being pursued by the young man who aspires to everything that Senna has achieved and who is just as exciting as Senna was at this stage of his career. James Hunt, c'était un personnage, l'icône de la débauche comme diraient certains, et l'un des pilotes les plus charismatiques de tous les temps. Une carrière météorique qu'il a propulsée en 1976 chez McLaren malgré l'hostilité de Teddy Mayer à son égard. Son train de vie débordant sur sa carrière de pilote étant un élément important de la réticence de l'américain, mais c'est bien avec cet anglais qu'il viendra à bout de Ferrari et de Niki Lauda. Car James était terriblement talentueux et rapide. Un pilote brut, grand rival et ami de l'Autrichien. Après son titre de 1976, le Britannique était un cran en dessous. Vainqueur de sa première course en 1975 à Zandvoort avec la fantasque écurie Esquette, il remporte sa 10e et dernière lors du Grand Prix du Japon 1977. Sa saison 1978 était difficile avec McLaren et en 1979, il tenta l'aventure chez Wolf, mais l'écurie canadienne était en perdition. Alors, au soir du Grand Prix de Monaco, James a claqué la porte à la F1. Son caractère franc sera vite regretté. Il s'est ensuite reconverti à la BBC et était toujours présent sur les Grands Prix. Plus sage depuis quelques années, quelque peu forcé par les médecins, l'enfant terrible de la F1 disparaît donc subitement à seulement 45 ans. I remember very well in 1976, I had my accident, I couldn't race for 3 races. But James was pressing on all through the year, and I must say today that the McLaren he was driving was not as competitive as my Ferrari. And in the end he did beat me by 1 point at the Japanese Grand Prix for the championship. So from my point of view, James was an incredible personality, because you could see him with the people on the street, talking, low-key maybe, and you could even put him on the table with the Queen of England. He would always know how to behave. For me, he was the most charismatic personalities ever been in Formula 1. Le monde du sport automobile rendra hommage à ce pilote unique dans l'histoire qui déchaîne encore aujourd'hui les passions. C'est donc la larme à l'œil que le monde de la Formule 1 se dirige en France pour le 8e Grand Prix de la saison. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.